placée sous la condition suspensive d'une réduction de capital motivée par la réduction de capital, qui sont effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, deux opérations qui doivent être liées dans le coût d'accordéon. Il est à noter que le coût d'accordéon n'a pas été défini par la loi, il a été créé par la pratique. Son encadrement normatif résulte notamment sur une application distributive des réglementations sur la réduction de capital et sur l'augmentation de capital. Et ces deux corps de règles sont habilement complétés par l'appréhension de la globalité de l'opération, notamment par des notions forgées par la jurisprudence. Alors, j'ai fait un petit rappel des textes, je ne sais pas si c'est visible. J'ai rappelé quelques textes du droit WADA, qui sont d'ailleurs assez proches des textes que nous connaissons en droit français. L'article 664 nous indique « Si du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu. » L'article 665, si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont plus été imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. L'article 666. La décision de l'Assemblée générale extraordinaire est déposée au registre du commerce du crédit immobilier de l'État partie du siège social. Elle est publiée dans un journal légal du lieu du siège social. L'article 667. À défaut de réunion de l'Assemblée générale, comme dans le cas où cette Assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur la dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société et la société. Le déroulé d'une image de l'accordéon qui se plie et se déploie. La réduction du capital social d'abord. L'objectif de la réduction du capital social, c'est d'apurer les pertes de la société sur la société et accepter de les abandonner en échange de la conservation de certains droits. En conséquence, les anciens actionnaires ou associés dont les titres ont été annulés sont exclus de la société, l'augmentation du capital social, l'objectif étant de reconstituer les capitaux propres et de financer la relance de l'activité. Après la réduction, une augmentation de capital est réalisée. Elle est généralement réservée à de nouveaux investisseurs ou aux anciens associés qui acceptent de réinjecter l'argent frais dans la société. Une fois l'opération réalisée, la société dispose de nouvelles ressources financières pour assainir ses situations comptables et poursuivre son exploitation sur des nouvelles bases saines. En raison du délai de souscription, cette réalisation peut prendre jusqu'à 6 mois. En effet, une augmentation de capital doit être préparée en amont, et pour que ce soit un succès, il est parfois nécessaire d'avoir et de disposer de temps pour trouver des investisseurs et de nouveaux capitaux. Ce que je voulais dire, c'est que l'opération d'augmentation de capital qui se fait après la réduction de capital doit être sécurisée. On peut se retrouver, après avoir accepté la réduction du capital, notamment à 0, avec un défaut d'apport de capitaux, ce qui conduirait la société à se retrouver sans aucun actionnaire. Extrêmement important de faire les deux opérations d'augmentation de capital et de réduction de capital, et ça n'est seulement lorsque l'augmentation de capital est devenue certaine qu'on va acter en premier lieu la réduction de capital et en second lieu l'augmentation de capital.
capital. Parle d'augmentation de capital, de réduction de capital, pardon, sous la condition suspensive de l'augmentation. D'un point de vue pratique, du fait de la concomitance de ces deux opérations et de la nécessité d'avoir une augmentation de capital et d'identifier de nouveaux apporteurs de capitaux, souvent les opérations sont confiées au conseil d'administration ou aux organes compétents en fonction de la société objet du coup d'accordéon. Il serait dans ce cas possible de procéder au coup d'accordéon. Dans les buts et les enjeux, j'ai essayé de synthétiser, on voit pas, il n'est pas forcément parfaitement présenté. L'accordéon est démontré par un bilan, alors le haut de bilan seulement est présenté, et les colonnes, vous le verrez, ne sont pas tout à fait ajustées puisque j'ai négligé la partie basse du bilan de manière à pouvoir vous afficher les deux synthèses. Dans mon exemple, l'actif, on a indiqué que le fonds de commerce était valorisé initialement pour un montant de 10 000. Au passif, on retrouve le capital pour 20 000, des pertes pour 15 000 euros, ce qui nous donne des capitaux propres dans l'illustration à 5 000. Dans le cas où on procède à une augmentation de capital sans faire de réduction préalable, on se rend compte que l'apporteur de capitaux, dans l'exemple ici pour 10 000, se retrouverait avec seulement un tiers du capital social de la société cible. Si à l'inverse, 1 000 euros initialement est réduit à 5 000, ce qui porte les capitaux propres à un total de 5 000 euros, et va ainsi pouvoir prendre les commandes de la société, donc de l'entreprise. La solution préalable à l'augmentation de capital est souvent une condition qui est posée par les apporteurs de capitaux qui souhaitent, si ce n'est se retrouver seul aux commandes, au moins avoir une majorité pour pouvoir. Et on peut aussi se faire à l'envers. Alors, c'est assez rare, ça peut arriver dans une illustration jurisprudentielle en France. C'est quelque chose d'assez... Pourquoi? Cette technique est parfois utilisée, mais elle est regardée par l'administration fiscale avec beaucoup de circonspection, puisque l'apporteur de capitaux frais prend à sa charge les pertes qui étaient celles des anciens actionnaires. Certains cas ont révélé la volonté, par exemple, de parents de réaliser des donations déguisées, qui en principe sont un avantage ou s'engage dans une opération qui, au regard de toutes les circonstances, n'est pas conforme à l'intérêt normal de l'exploitation commerciale ou industrielle. Maintenant que nous avons présenté les opérations d'accordéon, on va s'attarder sur ça, mais bien souvent, le capital est porté à zéro, de manière à exclure une partie ou la totalité de l'actionnariat. Le coup d'accordéon est une opération délicate, car elle peut être source de conflits, notamment si elle est perçue comme et au respect du droit des associés. Par exemple, le droit préférentiel de souscription, etc. Il est sanctionné notamment grâce à la théorie de l'abus de majorité. Un abus de majorité suppose la réunion de deux critères. Pour le contrôle d'une société in bonis, le coup d'accordéon doit être utilisé pour sauver une entreprise encore en difficulté. Les leçons de l'arrêt Lamy. C'est un arrêt fondateur qui va nous expliquer, en 1994, dans une affaire usine, la validité de la technique du coup d'accordéon, même si elle a porté cette conséquence, l'exclusion des actionnaires minoritaires opposés à l'opération et les exclusions qui en découlent. Dans cette affaire, divers actionnaires minoritaires estiment qu'ils ont été exclus de manière irrévocable une réparation de leur préjudice. La Cour d'appel de Besançon, dans un premier temps, rejette leur demande pour pouvoir les former contre cette décision, qui est également rejetée par la Cour de cassation. Je vous ai reproduit attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motif propre et par motif non contraire des premiers juges, que l'opération litigieuse avait été décidée par l'Assemblée générale des actionnaires pour reconstituer les fonds propres de la société,
afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, sans cela condamner au dépôt de bilan, sans nuire aux actionnaires, fussent-ils minoritaires, qui, d'une façon ou d'une autre, réalisation de l'opération ou dépôt de bilan, auraient eu une situation identique. Les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort, faisant ainsi ressortir que la réduction de capital à zéro ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires, mais sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leur rapport. La Cour d'appel a pu en déduire par une décision motivée que cette opération ne constituait pas une expropriation illégale. Atteinte au droit de propriété et contribution aux pertes. Les actionnaires minoritaires, exclus contre leur gré, ont pu soutenir qu'il s'agit d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilité privée, non assortie d'indemnisation. Cette argumentation n'a pas été retenue par la Cour de cassation. Dans l'attendu que la réduction de capital à zéro ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires, mais sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leur rapport, que la Cour d'appel a pu en déduire par une décision motivée que cette opération ne constituait pas une expropriation illégale. La licéité du coup d'accordéon est donc soumise à deux conditions: que la société soit insolvable et qu'elle ne soit plus viable. En effet, une société peut être viable tout en étant insolvable, et tant qu'elle demeure viable, elle conserve une valeur. Dans l'opération qui a été soumise à la Cour de cassation, il n'y avait plus d'alternative. À défaut de coup d'accordéon, c'était la liquidation de la société et la perte pour tous les actionnaires des droits qu'ils détenaient dans la société. On a trouvé une illustration jurisprudentielle du tribunal de commerce de Paris, 20 juin 2006, dans laquelle l'opération de coup d'accordéon avait été causée par une opération illégitime des associés majoritaires. Le tribunal avait annulé le coup d'accordéon au motif que celui-ci représentait un abus de majorité. On peut se poser aussi la question de la légalité du coup d'accordéon au regard de l'interdiction qui est posée dans le droit d'augmenter l'engagement des associés sans leurs accords ou des actionnaires. Cette obligation d'investir à nouveau dans la société sous peine d'exclusion constituerait une augmentation des engagements au regard de l'article L225-86 du Code de commerce, que même l'Assemblée générale extraordinaire n'a pas. En effet, pour les associations, cette souscription n'est pas facultative, car à défaut d'y participer, les anciens associés sont sans titre à l'égard de la société. Sur les conséquences du coup d'accordéon à zéro. La disparition des titres qui en résultent. Le coup d'accordéon porte une atteinte au droit de propriété des tiers non actionnaires, mais celle-ci est raisonnable au regard de l'absence de valeur des titres au moment où l'opération est décidée. Merci, monsieur Guillaume, maître Guillaume. Nous allons à sa suite. Très bien, merci beaucoup, madame la modératrice. Merci, monsieur maître Guillaume Robert, mesdames, messieurs. Alors, mon propos va compléter ce qui a été dit dans la mesure où le coup d'accordéon en droit au Ouadam est fortement inspiré de ce qui se fait en droit français, en réalité. Ce qui est intéressant de noter d'ores et déjà, c'est que en droit français, autant le coup d'accordéon peut être ouvert de façon large, en droit au Ouadam, il est restreint. Il est restreint en ceci que le coup d'accordéon ne peut être réalisé que dans les sociétés anonymes. Société anonyme à conseil d'administration ou société anonyme avec administrateur général.
lorsque vous lisez l'article 664 de la USCGIE, vous retrouvez cette exigence en particulier du droit au WADA. Le conseil d'administration où l'administrateur général décide de l'opération. Alors, il a été dit que l'opération technique de restructuration, donc technique sociétaire, qu'est-ce qu'il fait ou quelle est son implication, son niveau d'implication sur le coup d'accordéon. Donc je vais y revenir en insistant sur d'abord l'indissociabilité des deux opérations. Cela a été dit, pour avoir un coup d'accordéon, il faut absolument une réduction du capital social, mais il faut obligatoirement à sa suite une augmentation du capital social. Et d'ores et déjà, il y a des points de vigilance qui doivent interpeller le professionnel. La validité, la justification juridique de l'opération vont reposer sur ce caractère indissociable. Et comme le notaire accompagne l'opération, il faut qu'il participe à ce point de vigilance notamment. Parce qu'il s'agit d'une condition vitale. Parce que lorsque l'opération est réalisée, l'opération peut être considérée comme un mécanisme de sauvetage qui est dicté par l'intérêt supérieur de la société. Donc, d'où l'exigence de ce point de vigilance, la validité et la justification juridique de l'opération. On le disait tout à l'heure, par le jeu des risques à éviter, l'abus de majorité notamment, et si les deux étapes n'était pas perçue comme un tout intégré, la réduction seule serait soumise à la stricte protection des créanciers et l'augmentation pourrait être interprétée comme une manœuvre abusive des majoritaires au détriment des minoritaires. C'est très important à vérifier, à contrôler pour s'assurer de la validité de l'opération. Parce que opération unique, ça a été dit, qui va aller dans le sens de la survie de la société. Il faut qu'on ait une entité qui est en difficulté et que l'on veut maintenir en vie. Alors on va se demander, mais pourquoi on ne dissout pas tout simplement pour créer une nouvelle société et qu'on recourt à l'opération, qui a une image de marque qui n'est pas négligeable et sur laquelle l'on veut capitaliser dans ce cas de figure. Sur lesquels, là aussi, pour moi, il faut être extrêmement vigilant. La constatation des pertes, la décision à prendre, la régularité de la décision de réduction du capital à zéro ou à presque, la compensation comptable des pertes, la nouvelle augmentation de capital et la publicité, le dépôt au greffe où on aura l'intervention du notaire. Les acteurs clés de l'opération, des acteurs importants, on voit à l'article 664 d'ordre déjà, les dirigeants sociaux, parce que leur responsabilité peut être en cause si on identifie un manquement dans la décision. Qui va formaliser les décisions, mais au-delà de la formalisation des décisions, qui va jouer un rôle de conseil pour accompagner l'opération de bout en bout. Et d'immobilier, droit au WADA. Donc, ce sont les acteurs clés de l'opération. Il y a un choix aux associés, parce que la réduction peut consister en une diminution de la valeur nominale des titres. C'est possible. Ou alors on choisit l'autre option qui consiste à diminuer le nombre de titres. En tout état de cause, l'objectif étant le même, c'est de réduire le capital social, le presque zéro. Deuxième phase de notre opération, ça va être l'augmentation. Donc ici, on va injecter les liquidités nécessaires au refinancement de la société parce que c'est l'objectif. Et cette injection qui va être opérée, l'ambition c'est de reconstituer l'activité aux autres acteurs intervenants qui sont en relation avec la société, d'avoir la confiance que les capitaux propres vont dépasser la moitié du nouveau capital social. La valeur nominale des titres restants ou reconstitués. Donc là aussi, on a deux possibilités pour pouvoir augmenter le capital social. Est un outil formidable de redressement qui relève des techniques sociétaires. Donc a priori, l'on peut penser que
sociétaire, mais dans la mesure où le notaire est un acteur clé qui accompagne la société, sa responsabilité, son rôle va demeurer central dans le jeu du coup d'accordéon. Il veillera à la transparence et la sécurité qui sont concernés par l'opération. Et au total, à mon sens, c'est sa rigueur qui protégera la vitalité économique. Je vous remercie. Merci, monsieur. La première étape va être initiée par le conseil, comme nous sommes dans le cadre du NESA, par le conseil d'administration qui va donc décider de la réduction et de l'augmentation du capital. À ce stade, le notaire doit veiller à ce que un autre acteur qui n'est pas mentionné ici, qui va être donc le commissaire aux comptes, le dirigeant qui est le DG, soit le PCA ou l'administrateur général, leur rapport de gestion doit prouver que la réduction est vraiment justifiée. Alors, à la suite, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit être convoquée à ce que les apports évalués soient d'une valeur qui reflète effectivement leur apport. On peut également procéder à dans la restructuration, à une incorporation de réserve de prix d'émission, éventuellement. C'est en capitalisant, c'est aussi capitalisant l'actif de la société, on peut émettre au moment de l'augmentation du capital des prix d'émission. Et puis, on peut aussi convertir, pour éjecter de l'argent froid dans la société, convertir les dettes en capital. Convertir les dettes dans le capital, ce qui amènerait des actionnaires détenteurs des créanciers à devenir actionnaires de la société. De l'Assemblée générale extraordinaire, où nous vérifions la présence des quorums et les libérations qui portent sur ce que nous avons mentionné, et que la publicité soit faite au commerce. Ici, c'est le régime du commerce et du crédit immobilier. Et il y avait déjà un système anglo-saxon qu'on utilisait déjà avant que celui-là arrive. Il y a la défaisance qui aurait pu servir pour le cas, par exemple, de l'entreprise camerounaise. Il y a la titrisation qui consiste à céder en cas de difficulté les créances dans le système francophone et qui est utilisée aussi. Donc je vois que l'organisation de toutes ces procédures est vraiment alourdissante puisqu'on dit que non viable, non solvable. Quand la société se trouve dans cette situation, comme le professeur Aïwadan le disait, que la société devait avoir un nom commercial qui pouvait encore demain lui permettre de revivre. Moi, personnellement, je pense que ça sera beaucoup difficilement acceptable sur le marché, d'où je pense qu'il y a des outils, des mécanismes plus simples que ce qui sont les deux que j'ai évoqués, qui sont utilisables souvent par la BOAD, les grandes banques en France instituent la titrisation, qui consiste à céder les créances en souffrance aux gens les mieux lotis pour les recouvrer et pour rendre la société beaucoup plus nantie en matière d'actifs. Donc je voudrais que vous nous fassiez la transposition entre le coup d'accordéon, la défaisance et la titrisation pour voir quel est dans cette trilogie le moyen le plus approprié pour permettre à la société de ne pas aller vers le redressement judiciaire. Dans ma tête. Quand vous parlez de fonds propres, est-ce que vous pouvez, il y a un tableau là-bas, nous schématiser un peu comment, puisque moi je suis juriste, je ne suis pas comptable, comment les fonds propres peuvent être inférieurs à la moitié du capital social, tout ça, pour que j'ai une image dans ma tête. Ça, c'est ma première. Donc, professeur, j'ai cru comprendre à travers votre présentation que le coup d'accordéon pourrait s'analyser en une technique pour évincer certains actionnaires
qui freinent ou bien qui freineraient l'évolution de la société. La société étant dirigée par les organes sociaux, comment des actionnaires pourraient freiner l'évolution de la société et entraîner par le coup d'accordéon leur sortie? Si vous pouvez nous dire un peu plus. Faire sauter ce droit préférentiel de souscription, quand on sait que c'est un droit attaché, parce que là, il faudrait avoir, je crois, l'unanimité des actionnaires pour comment dirais-je, sauter ce droit préférentiel de souscription. Je vous remercie. De façon globale, si le coup d'accordéon s'applique à toutes les formes de société chez nous, mais là, il a répondu à cette question. Maintenant, j'aimerais savoir en France, est-ce que c'est à toutes les formes de société que cela s'applique? La deuxième question. C'est par rapport au coup d'accordéon à l'envers. J'espère que j'ai bien noté. J'aimerais savoir comment cela se passe concrètement, parce que je n'ai pas réellement compris. Maintenant, est-ce que le coup d'accordéon à l'envers, la question est adressée à monsieur le professeur, est-ce que cela s'applique chez nous ou bien c'est uniquement en France? Voilà les questions que j'ai. Non viable. Et dans le cas où la société peut être viable, pourquoi aller encore vers la computérisation? Ces créances en souffrance à des banques plus courageuses, plus musclées, qui peuvent les recouvrer, ou bien céder les actifs et les dettes, qui est la défaisance. Je voudrais qu'on me fasse un parallèle entre cette trilogie pour voir le point le plus adéquat, parce que moi je ne vois pas en rapport à la société camerounaise, qui, ma foi, est inviable, va vers le coup d'accordéon au lieu d'aller vers ces deux structures qui existaient déjà avant le coup d'accordéon. Moi, je voudrais que monsieur le professeur et mon cher confrère nous situent pour voir la possibilité qui peut nous revenir pour utiliser ces mécanismes qui sont plus appropriés pour rendre plus fiers des sociétés que de perdre le temps avec le coup d'accordéon. Parce qu'on dit que la société est non viable et non rentable. Ça veut dire qu'elle doit mourir. Les créances qui sont difficilement recouvrables en revendant les dettes et les actifs dont on peut se débarrasser. Monsieur Robert me répond que c'est parce que je vois très alourdissant cette procédure. Présence d'actifs douteux. On est en présence d'actifs douteux ou de dettes en particulier que l'on va céder à une structure tierce, défaisance. D'accord? Lorsqu'on va parler de titrisation, on a un mécanisme qu'on met en place qui va transformer des actifs qui sont liquides, n'est-ce pas, et les mettre sur le marché en titres négociables. Donc il me semble que jusqu'à ce moment-là, la survie de la structure n'est pas menacée. Donc ces deux opérations peuvent être intéressantes dans ce cas de figure. Mais pour le coup d'accordéon, la survie de la structure est clairement menacée. Et dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix que de procéder au coup d'accordéon. Donc ici, ce sont des outils qui sont disponibles très clairement et il appartient à la société de choisir ceux qui sont les plus pertinents pour ses besoins immédiats. Donc voilà ce que moi je peux dire pour éclairer. Comment les associés pourraient freiner l'évolution de la société? Il faut se positionner au plan de la pérennité de la société. Et dans ce cas de figure, si on a des associés qui ne participent pas correctement à la gouvernance de la société ou qui font des choix qui sont discutables dans la société, on peut considérer que des associés freinent clairement l'évolution de la société. Et cela, il serait intéressant de ne pas les conserver dans le tour de table pour l'avenir. Il faudrait apporter la preuve que les associés en question n'ont pas la volonté de continuer l'aventure sociétaire ou alors qu'ils n'ont pas les moyens de continuer l'aventure sociétaire. Dans ce cas de figure, il serait justifié de ne pas leur permettre de faire valoir ce droit préférentiel de souscription. Donc voilà les questions qui m'étaient destinées
Je vais laisser Maître Guillaume Robert apporter sa contribution, et puis on peut... Pour régler, autant que faire se peut, les créanciers avec ce qu'il reste à l'actif social. Je me suis posé cette question aussi quand le thème m'a été confié, pourquoi un coup d'accordéon? Et pourquoi essayer de sauver une entreprise qui n'est pas viable? On a vu que la justification qui permet le coup d'accordéon, contrôlée par les juges de la Cour suprême, c'est que la société ne soit plus viable. À ce moment-là, dans la société, la seule réponse à apporter, c'est la liquidation de la société. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que parfois, et on va attaquer un morceau de la deuxième question par cette même thématique, on peut avoir dans une société une valorisation globale qui soit à zéro à cause de la gouvernance qui n'est pas adaptée, à cause de certains associés de l'équipe de direction qui participent à l'effondrement de la valeur de la société. La reprise par un ancien associé qui peut-être était déjà minoritaire ou par un tiers qui n'était pas encore associé dans la société va conduire l'entreprise à pouvoir être bien mieux qu'elle n'était avant. L'éviction, qui est la conséquence du coup d'accordéon, se révèle en fait salvatrice, puisque c'était l'équipe dirigeante qui n'était pas compétente ou pas à même d'emmener l'entreprise vers les cieux. Pour la société, des dettes envers des établissements financiers, des banques, qui peuvent être des éléments intéressants. Et c'est en cela que je vais développer un petit peu la réponse à la seconde question. Dans un bilan d'entreprise, c'est que parfois le coup d'accordéon ne suffit pas à apurer les dettes de la société, et il a même été parfois, dans certains cas, nécessaire de faire 2 ou 3 coups d'accordéon successifs pour apurer les pertes de la société qui parfois représentent plusieurs fois le montant des actifs. Rare dans le paysage, et c'est une opération qui peut aussi intervenir dans une période où la société est en traitement des difficultés, les procédures collectives, notamment, c'est une alternative qui peut intervenir pendant une phase de redressement ou pourquoi pas même une phase de traitement des difficultés des entreprises, puisqu'en fait aujourd'hui en droit français nous connaissons énormément de procédures différentes qui sont destinées au sauvetage des sociétés. Voilà. Le coup d'accordéon étant une opération finalement assez rare et qui n'est pas traitée par la réglementation uniquement par des jurisprudences, mais essentiellement sous l'angle des abus de majorité et de la protection du droit de propriété des actionnaires et des associés essentiellement minoritaires. Compatriotes, nos confrères français qui ont perdu la vie hier dans un accident de circulation entre Sotokwa et Blita. Il y a eu 5 morts et des blessés. Ils venaient pour une activité au nord du Bénin. Ils sont descendus à Lomé pour continuer par la route, mais ils ne sont pas arrivés à destination. Alors, je repose en paix. Que Dieu apaise la douleur de leur famille, de nos compatriotes français, nos condoléances les plus sincères. Merci. Et on voit ici qu'on a des dettes qui sont soit des dettes bancaires, soit des dettes de fournisseurs, des dettes fiscales ou sociales. On aurait pu envisager aussi un compte courant d'associés important qui aurait été le fait d'un des associés, pourquoi pas l'éventuel repreneur, suite au coup d'accordéon. Voilà. J'espère que la présentation permet de mieux comprendre la raison pour laquelle on peut avoir des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Là, ici, on est largement inférieur à la moitié. Et c'est... Remercier vraiment les initiateurs, ceux qui ont pu choisir ces thèmes qui sont vraiment d'actualité.
Bon, nous n'allons pas déroger la parole à mon confrère Maître Côté pour nous dérouler le rapport général. Merci. Rapport général de la 14e Université du notariat togolais et des 20 ans du jumelage avec la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen, tenue à Lomé du 18 au 24 octobre 2025. Le notaire et la gestion des collectivités locales, le coup d'accordéon. Ce double événement qui s'inscrit dans le renforcement des capacités des praticiens du droit que nous sommes vise avant tout à nous doter d'outils performants à notre double mission de conseiller visée des usagers du droit et d'acteurs de la consolidation de l'état de droit de nos pays respectifs. Ainsi, placé sous le haut patronage de son Excellence, M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, des droits humains, la cérémonie solennelle a-t-elle été marquée par la présence et la participation active de M. Paco Madjouri, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits humains, le procureur général de la Cour d'appel de Lomé, le président du tribunal de grande instance de Lomé, le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Lomé, le secrétaire général de la Cour suprême du Togo, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Togo, Monsieur le président de la Chambre des huissiers du Togo, le directeur de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, le représentant de l'Ordre national des architectes du Togo, le représentant de l'Office togolais des recettes, le président de la Chambre interdépartementale de la Cour d'appel de Caen, le président de l'association de jumelage, le président de la Chambre nationale des notaires du Togo et une forte délégation de près d'une trentaine de notaires de la Chambre interdépartementale de la Cour d'appel de Caen et leurs conjoints. Dès le 21 octobre 2025, par son Excellence M. Paco Madjouri, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits humains, a débuté par l'allocution de bienvenue de Maître Bezoucha Pinga, président de la Chambre nationale des notaires du Togo. Celles-ci sont suivies successivement des discours du président de l'association de jumelage, Maître Jacques Desvages, président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen, Maître Jean-Charles Raoul, Maître Yassouna Traoré Mohamed, l'un des initiateurs du jumelage, et de son Excellence M. Paco Madjouri, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits humains. Ces intervenants ont tous manifesté leur fierté et joie de voir sans cesse ce jumelage prospérer, autant sur le plan professionnel qu'amical. Car de plus en plus, l'engagement, la disponibilité, le travail enthousiaste que ces deux notariats s'acharnent à inscrire impose non seulement l'admiration, mais aussi le respect de cette coopération. Les formations ont été assurées par, premièrement, Maître Aladi El Hadji Sebeyman, notaire à Granville, sur le thème de la gestion des collectivités locales, directeur Maître Yassouna Traoré Mohamed, président honoraire de la Chambre nationale des notaires du Togo. Dans son développement de points, Maître Aladi El Hadji Sebeyman a fait des locales en France. Elle a ainsi d'abord présenté les caractéristiques en faisant une distinction entre ce qui est le domaine public, en effet, tout bien immobilier, si dans un domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.
de la chefferie coutumière. Ces réponses ont révélé que, contrairement à Abouni Mamorga, ont co-présenté le terme le coup d'accordéon. Dans leur développement, M. Guillaume Robert et le professeur Iwan Dankoda ont défini le coup d'accordéon comme étant une opération financière qui consiste à réduire puis augmenter le capital social. Son objectif est d'appuyer les pertes, d'assainir la situation financière d'une entreprise en difficulté afin d'éviter sa liquidation judiciaire. On peut préciser qu'il y a deux types de coups d'accordéon, à savoir réduction pour augmentation du capital social, augmentation du capital social, puis réduction qui est un cas rare dans la pratique. En outre, le professeur Iwan Dankoda a relevé que le coup d'accordéon dans l'espace OHADA ne concerne que les sociétés anonymes, contrairement au droit français, où toutes les sociétés commerciales peuvent être concernées. Le professeur Iwan Dankoda a relevé que le coup d'accordéon dans l'espace OHADA ne concerne que les sociétés anonymes en droit français, et il y a une prédiction dans tous les cas, excusez-moi, dans tous les cas, il est important de ne pas créer de déséquilibre social en ce qui concerne le droit des actionnaires minoritaires, dont l'opposition peut créer des litiges. Notez dans cette opération du coup d'accordéon, aux côtés du commissaire aux comptes et des organes de décision de la société, est donc d'être vigilant dans son devoir de conseil et d'analyse des actes pris pour la sécurité juridique de l'opération et la sauvegarde des intérêts de tous les actionnaires. Les débats sur ce terme ont tourné autour des alternatives à cette opération, des actes nécessaires à sa réussite, des formalités y afférentes, du sort des actionnaires, tant minoritaires que majoritaires, ainsi que des conséquences. Ce 20e anniversaire du jumelage, couplé avec les travaux de la 14e Université des notaires du Togo, a permis aux deux chambres d'insuffler une nouvelle dynamique résolument tournée vers de nouvelles perspectives avec encore plus d'assurance. Elle a aussi permis aux participants de renforcer d'une part la fraternité professionnelle et la paix juridique. D'autre part, elle a doté les participants de capacités techniques et professionnelles en matière d'accompagnement des collectivités locales et de réajustement du capital social des sociétés commerciales. La Chambre nationale des notaires du Togo adresse un vif remerciement est d'abord notaire de la Chambre interdépartementale de la Cour d'appel de Caen, qui, malgré leurs multiples occupations professionnelles, ont toujours tenu à maintenir cette flamme de coopération depuis 20 ans. Une mention spéciale est adressée à tous les initiateurs du jumelage, à tous les aînés anciens présidents qui ont tenu à être présents, aux consoeurs confrères des deux chambres, ainsi qu'à leurs collaborateurs, aux autorités et à l'ensemble du corps judiciaire qui ont rehaussé de leur présence cette prestigieuse tradition de donner et de recevoir des deux notariats. La Chambre nationale des notaires du Togo, la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen souhaite un bon retour dans leur étude, en espérant les retrouver encore plus nombreux très prochainement pour d'autres échanges. Fait à Lomé, le 22 octobre 2025, les rapporteurs, à savoir M. Didier Kodjo-Doré, M. Dédé Benoto Diabo, M. Dokan Chibé Ilaï et moi-même, M. Trinité Komi. Merci. Professeur, s'il y a des amendements, on apporte sous les actes de correction pour aller vite. C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer
prioritaires du Togo sont les collectivités locales. Le coup d'accordéon. On recommande. 1. Recommande au gouvernement de mettre en place un cadre permanent d'échange entre le ministère chargé de l'administration territoriale, celui de l'urbanisme et la chambre des notaires pour harmoniser les pratiques et prévenir les litiges fonciers entre les collectivités territoriales. Et le cadre de la collectivité sur la nécessité du recours volontaire, notamment pour la vérification de la propriété, la publicité foncière et la conservation des actes. 4. On recommande à la Un support bleu, par rapport, c'est un système qui protège. Si vous mettez un support USB sur un ordinateur pour éviter qu'il soit piraté ou autre, ou s'il y a un virus sur votre clé USB, vous emboîtez le support bleu sur votre clé USB et vous le mettez dans votre ordinateur et ça protège en fin de compte votre ordinateur. C'est un système que nous utilisons classiquement et c'est vraiment très bien. Vous pouvez l'utiliser à l'ordinateur, à l'aéroport ou ailleurs et ça protège vos données personnelles. Merci. Pour conclure, je voudrais m'inviter de longévité à votre notariat que je là, j'ai porté ces fruits et nous survivre pour les prochaines générations pour que nous puissions bâtir une très bonne coopération en toute solidarité. Demain,